Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon été en tant que PES. Alors tout d'abord, j'ai rencontré ma binôme et l'équipe. Je te l'ai dit dans la précédente vidéo, je les ai rencontrés donc le dernier mercredi de l'année scolaire. L'équipe a beaucoup d'années d'expérience et donc ils ne vont pas forcément penser à tout expliquer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, ça a été un peu compliqué. Je suis issue d'une reconversion professionnelle, donc en parcours DU à l'INSPE. Je n'avais mis les pieds dans une école qu'une fois lors d'un stage en moyenne section en maternelle. Ce stage avait duré seulement 2 matinées, ou une matinée, je sais même plus. Donc concrètement, voilà, tout ce qui était remplir le cahier d'appel, tout ça, les petits automatismes que l'on se crée à force d'être en classe, et ben je ne les avais pas. Et ma binôme avait tellement d'années d'expérience que pour elle, ces choses-là, bah, c'était acquis. Donc elle y pensait pas. Et donc c'est difficile dans ces cas-là parce qu'il faut toujours penser à poser les questions au bon moment. Et quand je l'ai rencontré, bah en fait, j'avais beaucoup de questions à lui poser, mais pas forcément ces questions-là. J'avais des questions très générales, du genre quels sont les cahiers utilisés par les élèves, est-ce que les commandes de fourniture ont été faites, etc. Le problème, bah, c'est que quand je me suis rendu compte, quand je me suis retrouvée finalement seule en classe, et bah il y a des petites choses où je me suis dit ah oui, j'avais pas pensé à toutes ces petites choses-là auxquelles il faut penser parce que sinon, sinon t'es embêté. Voilà. Bon après je te rassure, le cahier d'appel c'est pas compliqué, hein, mais c'est juste que voilà, c'est un exemple qui m'est venu en tête et quand tu l'as jamais fait, forcément il faut que tu te l'apprivoises un petit peu. Ce qui est difficile aussi avec la binôme, ça peut être quand on n'a pas la même organisation. C'est vrai que moi ma binôme c'est quelqu'un qui a sa propre organisation. On va dire qu'elle a un bordel organisé. Moi, je suis organisée tout court. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin que dans la classe ce soit épuré, etc. Et elle, c'est pas du tout son fonctionnement. Mais étant donné que c'est moi la stagiaire, je ne me serais jamais permise de lui faire quelques reproches que ce soit par rapport à sa classe et à la gestion de ses armoires. Enfin, pas du tout. Donc je me suis tout simplement adaptée. Alors, il faut savoir aussi que des contacts avec ma binôme, après je n'en ai plus eu. Hein. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée donc le mercredi. Ensuite, on a eu 1 ou 2 échanges de mails début juillet. Mais moi, elle m'a dit, hein, à partir du 15 août jusqu'à la pré-rentrée, tu comptes pas sur moi, je suis plus là. Hein. T'as tout ce qu'il faut, voilà. Et oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est pas ta classe, mais ça l'est quand même un peu. Et donc, il faut quand même que tu t'apprivoises l'espace de la classe et que tu arrives à te faire une petite place. Concrètement, je n'ai pas vraiment laissé le choix. J'ai été acheter des bannettes. Petite parenthèse. Quand tu es PES, tu as beaucoup d'achats à faire en général pour te sentir bien. En tout cas, moi, pour me sentir bien, il a fallu que j'investisse dans quelques petites choses. Notamment des bannettes que j'ai mis sur le bureau, un pot à crayon, enfin bon, des petites choses qui me facilitaient un petit peu la vie et qu'elle n'avait pas forcément ou qui étaient pour moi trop encombrées pour que je m'y retrouve. Donc elle a gardé ses bannettes à elle et moi j'avais mes bannettes à moi. Bon au final elle s'est incrustée quand même dans les bannettes mais ça c'est pas très grave. Moi le principal c'est que moi je m'y retrouvais dans mes bannettes, voilà. Donc voilà, j'ai petit à petit fait un petit peu de place parce que très vite je me suis rendu compte que je pouvais pas tout garder à la maison, il y avait des choses qu'il fallait que j'emmène à l'école et que je garde à l'école pour pouvoir m'organiser plus facilement. Donc globalement, ce que je lui ai demandé, je lui ai demandé surtout la liste des élèves, si on avait des intervenants et si oui, dans quelle matière, enfin dans quel domaine, s'il y avait des projets d'école pour pouvoir y penser, les placer dans mon emploi du temps de l'année. Donc voilà. Ensuite, on a parlé forcément dispatching des matières. Elle, globalement,
elle est à mi-temps depuis un certain nombre d'années, donc elle a l'habitude de fonctionner avec des binômes, que ce soit des brigades, des TRS ou des EFS comme moi. Donc concrètement, elle m'a proposé le même dispatching que d'habitude. Encore une fois, moi, étant EFS, je ne me vois pas du tout lui dire non, ça je veux pas du tout en fait. Même si dans la réalité, oui, bien sûr que j'aurais pu lui dire j'aimerais bien avoir une matière artistique parce que c'est elle qui a gardé art visuel, elle a gardé éducation musicale, elle a gardé l'anglais, elle a gardé plusieurs choses qui auraient pu être intéressantes pour moi aussi, mais elle a son fonctionnement depuis tellement d'années, je me voyais pas du tout m'imposer en me disant, en lui demandant finalement de me donner des matières que elle finalement, si elle les a à garder pour elle, c'est que ça lui convient bien comme ça. Entendons-nous bien. Et puis bon, vu le nombre d'années d'expérience qu'elle a, voilà. Donc je suis désolée, je me refais une petite coupe en même temps parce que bon, c'est n'importe quoi. Hein. Bref, donc voilà. Donc on a dispatché les matières, elle m'a donné l'emploi du temps de l'année dernière, elle m'a donné les quelques programmations qu'elle avait et que son ancienne binôme du coup avait laissé. Et puis elle m'a elle m'a donné accès plutôt à tout un stock de guides du maître et manuels qu'elle a dans sa classe, qu'elle n'utilise pas forcément, mais pour que je puisse un petit peu m'aider dessus. Voilà, tout simplement. Enfin, prendre appui dessus en fait. Il faut que tu prennes en main le matériel des élèves, que tu te l'appropries, ainsi que les guides du maître, les méthodes que tu vas utiliser pendant cette année. Et ça va être un gros boulot pendant l'été. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Parce que je pense que tout l'été plus la P1, ouais, et jusqu'à la fin de la P1, en gros, c'est le temps qu'il m'a fallu pour vraiment m'approprier les méthodes, les manuels, etc. Si tu veux qu'ils écrivent la date à 3 carreaux, qu'ils soulignent sur telle ligne, que le titre il écrive à tant de carreaux, qu'ils écrivent la consigne, qu'ils soulignent la consigne à la marge, etc. Bon, bref, toutes ces petites choses-là, il faut que ce soit clair pour toi. Il faut que tu sois très clair sur ce que tu attends d'eux et en P1, il faut vraiment que tu prennes le temps que tes élèves assimilent bien toutes ces choses-là. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, les préparations. C'est bien de commencer par faire ton emploi du temps pour avoir une idée claire des créneaux que tu vas allouer à telle et telle matière. Tu peux trouver facilement sur internet le découpage des horaires par matière sans les récréations. C'est ce qu'il te faut pour créer ton emploi du temps. Il y a plein d'emplois du temps qui existent là aussi. Je te conseille de t'inspirer de quelques-uns et puis de te lancer pour créer le tien. Je me suis beaucoup appuyée sur celui de l'année dernière en essayant de respecter le plus possible le métabolisme de l'enfant. On sait qu'il y a des moments dans la journée où ils vont être beaucoup moins présents avec nous et donc j'ai essayé de caler l'emploi du temps pour que ça soit le mieux pour eux. Alors, je vous présente ici l'emploi du temps de ma P1, donc l'emploi du temps que j'ai réalisé pendant l'été. Donc à savoir que je faisais commencer mes élèves directement à 8h30 avec des responsabilités / rituels, puisque à l'intérieur de ces responsabilités, je pouvais très bien inclure un jogging d'écriture, des résolutions de problèmes, etc. Donc moi j'étais en classe le lundi, mardi et ma binôme était en classe le jeudi, vendredi. Une fois que vous avez ça et que vous connaissez vos matières, vous pouvez donc dispatcher sur les journées les matières. Très rapidement, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à tenir cet emploi du temps. Tout simplement parce que mes élèves ne se mettaient pas au travail à 8h30. Pétante, que les récréations ne duraient pas 15 minutes mais 20 minutes, voire plus parfois. Et donc forcément c'était compliqué de tenir l'emploi du temps. En P2, j'ai revu un petit peu mon emploi du temps, alors pas de grands changements à part
les 50 minutes donc de grandeur et mesure, espace et géométrie que j'ai plutôt éclaté. Et au final, je laissais un créneau blanc en fait de 8h20 à 8h35, donc l'heure à laquelle finalement on rentrait vraiment en classe. Pareil ici au retour du midi. Et c'est pas encore le dernier puisque dans les derniers emplois du temps, bon, je les ai pas imprimés parce que sur la fin, je faisais beaucoup de tests d'emploi du temps, donc finalement, les derniers emplois du temps ne correspondent pas du tout à ce qui devrait être recommandé. Mais après les récréations, je laissais aussi des créneaux de 5-10 minutes qui me permettaient de faire un temps de retour au calme ou ce genre de choses. Pareil, en fin de journée, pour pouvoir sortir à l'heure, ici, je conseille de laisser un tout petit créneau de 5 minutes, le temps que les élèves bien rangent leurs affaires, se mettent en rang pour sortir ensuite de l'école à 16h20 et ne pas être trop en retard auprès des parents. Il faut savoir que l'emploi du temps doit être flexible, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez tout à fait l'agencer comme vous en avez besoin en fonction des périodes, mais aussi en fonction des semaines. Alors il est quand même conseillé de ne pas trop en changer. Si vous changez toute la semaine d'emploi du temps, ça risque d'être compliqué pour vous, mais à la période, ça peut tout à fait être envisageable, ou ponctuellement à la semaine, mais plutôt sur le cahier journal, pas forcément sur l'emploi du temps même. Mon emploi du temps a pratiquement changé à chaque période, et comme je vous le disais, en période 5, je me suis laissé la possibilité, étant donné que c'était ma première année, de faire plusieurs changements pour voir un petit peu ce que ce qui pouvait fonctionner avec mes élèves. Au niveau du dispatching des matières, comme vous avez pu le voir, nous avions donc des activités ritualisées tous les matins, les dictées tous les matins également. Là, le créneau est plus long puisqu'on fait aussi un peu de grammaire. Ensuite, j'avais le vocabulaire lexique. Nous avions toutes les deux un rituel d'art. Calcul mental, calcul rapide, toutes les deux. Mon créneau de grandeur et mesure, espace, géométrie. Donc j'alternais, hein, évidemment. Ici, donc, on avait de la lecture-compréhension toutes les deux, résolution de problèmes toutes les deux, et ça, c'était la grammaire en lien avec la méthode Picot, dont je vous reparlerai plus tard. Ici, j'avais laissé un créneau de plan de travail, ce qui me permettait ici de pouvoir approfondir les notions ou de commencer des séances de découverte. En questionner le monde, donc j'alternais aussi espace et temps, et organisation du monde. Nous avions toutes les deux un créneau d'EPS, le petit quart d'heure lecture que nous avons maintenu toute l'année. J'étais en charge de la production d'écrits, donc je m'appuyais sur Picot, mais pas que. Et puis poésie ou lecture offerte et graphisme et copie, ainsi que l'EMC pour moi. Voilà, concernant le dispatching des matières. Une fois que tu as fait ton emploi du temps, tu peux t'attaquer à ta programmation annuelle. Donc il a fallu que j'aille regarder les programmes, que j'aille regarder les repères de progressivité, que je me rende compte un petit peu de ce que l'on peut attendre d'un CE1 et d'un CE2, puisque j'avais un double niveau, donc il fallait que je puisse m'adapter aux deux. Et puis donc les méthodes, donc les deux méthodes sur lesquelles elle s'appuie principalement, donc c'est faire de la grammaire de Françoise Picot et MHM. Moi ici, vous pouvez voir une progression en poésie. Alors évidemment, c'est sur l'année. Alors il faut savoir donc la différence entre programmation et progression. Programmation, vous devez entendre programme. Le programme, c'est comme quand vous regardez le programme télé, ce qui vous attend dans votre soirée, dans votre semaine, etc. Donc là, c'est la programmation. Donc le programme, qu'est-ce que nous allons voir durant l'année, d'accord ? La progression, c'est finalement qu'est-ce que je vais faire avant, puis ensuite et à la fin. Par exemple, en mathématiques, on va voir d'abord, donc je parle par exemple pour des CE1, des CE1, tracer des traits à la règle, puis aborder les droites et les segments, pour ensuite aller travailler le milieu des segments en grandeur et mesure, par exemple. D'accord ? Donc trouver le milieu d'un segment. Pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle des programmations progression, finalement, ce que j'ai proposé. J'ai pris ces tableaux donc sur Excel. Je me suis inspirée de la tanière de Kiban, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. Je vous mettrai son Instagram
en barre d'infos. Donc là, par exemple, pour que vous voyez un petit peu mieux, on peut voir que en période UD, il y a 7 semaines. Donc là, c'est pour indiquer le début des vacances. Et donc, je vais avoir 3 séances, puisque sur mon emploi du temps, j'ai une séance le lundi en poésie. Donc, je vais avoir 3 séances sur 3 semaines, d'accord? Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, pour étudier le thème de la rentrée, Je voulais dans mon cartable, de Pierre Ruot, etc., etc. D'accord? Pour faire les programmations en poésie, je me suis beaucoup appuyée sur le calendrier, les différentes fêtes auxquelles... qu'on pouvait rencontrer durant l'année, mais aussi de ma programmation en EMC, par exemple ici pour les droits de l'enfant, puisque je savais que nous allions voir les droits de l'enfant sur cette tranche-là. Voilà. Donc par exemple, cette programmation progression en questionner le monde. Donc ici, on voit questionner le temps et ici questionner l'espace avec les organisations du monde. Donc une couleur pour chaque domaine. Et on voit l'alternance finalement des domaines, entre temps et espace. Et encore une fois, le nombre de semaines sur lesquelles on travaille les notions. Il faut savoir que les programmations progression ne sont pas non plus figées dans le marbre. Ce ne sont que des garde-fous qui vous permettent de vous rappeler ce que vous avez prévu de voir durant l'année. Concrètement, moi, toute cette fin de période-là, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai réellement fait. Je vais vous montrer d'ailleurs un peu plus à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous n'allez peut-être pas y comprendre grand-chose, mais au final, ce que je veux vous montrer avec cette programmation, c'est qu'il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre, cette programmation progression, parce que ça sera valorisé par vos tuteurs. Moi, je sais que mes tuteurs ont grandement apprécié de voir que je revenais sur ce que j'avais prévu, que je mettais des annotations, que je changeais certaines choses, etc. Ça a été très valorisé, que ce soit dans mes programmations progression, que ce soit dans mes fiches de séquence, mes fiches de séance. Donc n'hésitez pas à changer des fois ce que vous aviez prévu. Voilà, c'est normal, on doit s'adapter et être flexible. Et en l'occurrence, j'ai réussi à tenir tout mon programme, mais j'ai dû changer quelques petites choses. En utilisant un peu plus la méthode Jocatop, ce que je n'avais pas forcément prévu à l'origine en début d'année, ce pourquoi il y a eu pas mal de changements. Je vous propose ici une dernière programmation progression que j'ai réalisée à la demande de ma CPC pour les résolutions de problèmes. À l'origine, vous avez pu le voir sur mon emploi du temps, je faisais résolution de problèmes et ma collègue aussi, et il me semblait que c'était à elle, vu qu'elle avait numération, calcul et numération, d'enseigner les stratégies de résolution de problèmes et que donc je n'avais pas de programmation à faire. Mais ma CPC m'a demandé d'en fournir une, donc je m'y suis attelée. Alors ici, on peut voir qu'elle est un tout petit peu différente sous les conseils d'une maths que j'ai dans l'école avec moi. J'ai rajouté ici les compétences, je crois qu'il y a peut-être même les attendus de fin de cycle, oui, je pense, des programmes, tout simplement. A priori, c'est bien vu par les tuteurs, donc voilà, j'ai rajouté. Et puis en dessous, donc le dispatching des séances, avec des séances longues et des séances courtes. Je me suis appuyée tout simplement sur un guide du maître pour réaliser cette programmation progression. Je n'ai absolument rien inventé, j'ai juste essayé par contre de le mettre en corrélation avec la méthode que nous utilisions, c'est-à-dire MHM. Et ensuite, on fait la programmation de la P1. Voici la programmation de période 1, donc par semaine, d'accord? Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, et par domaine, donc lecture, compréhension, écriture, copie, etc., problème, grandeur et mesure. Je note tout simplement ce que nous allons voir, donc ça aurait pu être les objectifs. Voilà, là c'était un petit peu les titres finalement de mes séquences que j'ai indiquées ici. Donc on peut voir par exemple que en poésie, j'ai bien sur les 3 semaines, je voulais dans mon cartable, comme cela a été prévu à l'origine dans ma programmation progression. Tout ça pour vous dire que pour faire cette programmation de période 1, vous devez même utiliser vos programmations progression que vous avez faites. Pour les titres, vous utiliserez les mêmes titres que ce que vous avez indiqué ici et dans votre programmation progression pour votre fiche de séquence. Comme ça, vous avez du lien partout
Et pour réaliser votre cahier journal, vous n'avez plus qu'à prendre cette programmation-là. Bien évidemment, quand on le fait, par exemple, pendant les vacances, tout est très frais, donc voilà, il n'y a pas vraiment besoin de s'appuyer sur la programmation. Mais quand on est en semaine 4, semaine 5, semaine 6, etc., et ben, c'est toujours intéressant de revenir dessus. Et puis, en fin de semaine aussi, de venir vérifier que nous avons réussi à tout faire. Moi, j'ai donc des programmations que j'ai ensuite mis à jour. Donc par exemple, si on n'avait pas eu le temps de faire la poésie, eh bien je rayais ou je marquais à revoir en semaine 4, etc. Pareil, rien n'est figé dans le marbre et ce document-là, je le donnais à mes tuteurs quand ils venaient en visite et ils appréciaient grandement. Voici donc le même type de programmation en période 4. Vous pouvez voir que je mets en évidence les évaluations. C'était beaucoup plus simple pour moi de les mettre en évidence pour pouvoir caler mon planning, mon cahier journal finalement correctement sur Edumove et vérifier que je n'oubliais rien à chaque fois. Une fois que ces programmations sont faites, vous avez déjà fait un gros boulot, vous pouvez tout à fait faire le cahier journal de la première semaine. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur Edumove par exemple. Voici mon cahier journal donc pour la semaine du 13 septembre au 19 septembre de l'année dernière, en 2021. Alors, il y a des petites modifications ici, vous voyez des trous blancs, tout simplement parce que le planning était un petit peu différent, enfin l'emploi du temps était un petit peu différent en début d'année par rapport à la fin de l'année, donc c'est pour ça que Edumove a eu du mal à recaler tout correctement, mais bon bref, c'est pas ça qui est important. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Edumove, tout simplement lorsque vous voulez créer par exemple des rituels ou ce genre de choses. Donc vous pouvez cliquer ici et vous mettez ensuite la couleur que vous voulez, la discipline concernée, s'il y a des créneaux prédéfinis, etc. Le groupe classe, vous marquez l'intitulé. Tout est très très bien réglé et puis à l'intérieur vous pouvez même indiquer par exemple l'activité de l'enseignant, l'activité des élèves, de l'ATSEM pour celles qui sont en cycle 1, les consignes, la différenciation, les réponses attendues, les erreurs possibles, etc., les informations complémentaires, les attentions, les astuces, bref. Tout ça est très intéressant. Moi, je sais que mon cahier journal a été très apprécié à mes premières visites. Ça a été des gros points abordés par mes tuteurs en me félicitant parce que mon cahier journal était très détaillé, peut-être même un peu trop. C'est pour ça que je l'ai revu un petit peu à la baisse les fois d'après. Parce que mon cahier journal au début d'année faisait 8 pages pour chaque journée. Voilà. Mais pour moi, mon cahier journal me servait aussi de fiche de préparation. Donc voilà, en fait, c'était un outil qui faisait 2 en 1. Et au final, mes tuteurs l'ont très bien compris. Donc par exemple, pour le rituel, voilà, je vous montre un petit exemple. Donc ici, on peut mettre le matériel. Voilà, et donc ensuite, on détaille donc l'activité de l'enseignant, les consignes, etc., etc. Voilà. Et donc, on fait ça pour toute la journée, hein, tout simplement. On détaille absolument tout. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça pouvait donner la première semaine. Par exemple, ici, peut-être, ça peut être intéressant. Oui. Donc là, donc pareil, le matériel. Et puis, donc ensuite, je fais vraiment ma fiche de prep, hein, donc les phases de lancement, le temps, etc. Ici, je note que c'est à l'écrit. Enfin bon, voilà. Je me mettais pas mal d'annotations. Alors, je vais vous montrer peut-être une fois où j'ai été visitée par ma CPC, peut-être pour vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, la semaine du 5 octobre, donc pour la poésie, voilà le type de cahier journal que je présentais à ma CPC et qui était donc très valorisé, hein, voilà, l'horloge. Après, ça veut pas dire que le fond était nickel, mais en tout cas, déjà, la forme leur plaisait grandement, et donc c'était déjà ça de gagner. Voilà, après, le fond est toujours à travailler, hein. Quand on est débutant, il y a toujours des choses à revoir, mais, mais en tout cas, voilà. C'était déjà quelque chose d'acquis pour eux me concernant. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Edumove, c'est que lorsque vous pouvez créer vos fiches de séquences, enfin vos séquences en fait, directement dans l'outil.
Alors ça c'est pas les miennes. Voilà, on va aller voir les miennes. Une séquence de lecture. Voilà, donc il y a le détail de la séquence ici, et puis ensuite le déroulé des séances. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé donc votre fiche de prep, vous n'avez plus qu'à l'envoyer dans le cahier journal. Voilà, à la date qui vous convient, tout simplement. Et donc ça, c'est un vrai gain de temps. Il n'y a pas besoin de tout retaper dans le cahier journal. Tout est déjà inscrit. Et en plus, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur EduMove, cette année, c'est gratuit pour toi parce que tu es PES. Et ça, c'est génial. Tu vas avoir accès à EduCartable, à EduJournal et à EduLivret. Et ça, c'est top. Je te laisse aller regarder sur EduMove. Tu trouveras tout plein d'informations et tu me diras ce que tu en penses. Il te faudra peut-être un petit peu de temps pour apprivoiser EduMove, mais prends le temps qu'il faut. L'été est là aussi pour ça. Fais des tests, essaye des choses et tu verras, c'est assez sympa. Une fois que tu as compris le fonctionnement, enfin en tout cas, moi je l'ai adopté. Cette année c'était gratuit, mais là je me suis réabonnée. J'ai payé 12 € je crois pour l'année prochaine. Et ben je prends. Je prends parce que c'est vraiment génial. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé de faire ça, j'ai préparé ma rentrée tout doucement. Après, j'avais prévu de donner à mes élèves un petit quelque chose pour la rentrée, donc je leur ai construit construit, c'est un bien grand mot, hein. J'ai créé des petits marque-pages pour bien commencer l'année, parce que pour moi la lecture c'est hyper important et donc je voulais absolument marquer le coup. Voilà, tout ça c'est lié à la préparation et déjà si tu arrives à faire tout ça, ça sera super. Ne t'inquiète pas, tu ne pourras pas tout préparer de toute façon pour la P1, c'est impossible. Et puis les choses vont se mettre en route petit à petit par la suite. Ton état d'esprit est hyper important. Quand tu vas être devant tes élèves, il faut que tu crois en toi, il faut que tu te sentes légitime le plus possible. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est sans doute moins facile à faire. Quoique, sincèrement pour moi qui suis une grande stressée et qui n'ai jamais été très à l'aise à l'oral, bizarrement, une fois que je passais la porte de l'école, et ben j'étais comme un poisson dans l'eau. Et j'ai jamais été stressée devant mes élèves, j'ai jamais été stressée pendant mes visites. Avant mes visites, oui, mais pendant mes visites, jamais. Voilà. Parce que je suis dans mon élément. Et en fait, je pense que ça, c'est hyper important aussi, que tu arrives à souffler et à prendre du plaisir avec tes élèves. En vrai, tout est question d'organisation. Alors, équipe-toi. Je te ferai une petite vidéo si tu le souhaites sur mes outils de maîtresse, en tout cas mes indispensables, ceux qui me suivent tout le temps. Je pense notamment à mon planeur, mon agenda, tout ça, tout ça. Et puis évidemment, fais des to-do list et n'hésite pas à en faire et à en refaire et à en refaire. Parce que en vrai, c'est ça qui te permet de t'organiser et de décharger ton mental. Sinon, ton cerveau, il est tout le temps en train de fonctionner et t'en peux plus. Donc voilà, utiliser to-do list, c'est la vie. Va au coiffeur, va faire du shopping, parce que bah oui, forcément, quand t'es maîtresse, tu peux pas non plus t'habiller n'importe comment. Donc voilà, tu peux éventuellement aller faire du shopping, va faire tes ongles, choisis-toi des chaussures confortables dans lesquelles tu pourras passer toute ta journée debout, parce que oui, on ne s'assoit jamais à son bureau, ça c'est le mythe en fait. En tout cas, moi je suis jamais assise à mon bureau avec un double niveau, je me suis jamais assise à part pour corriger à la fin de la journée, hein, voilà. Sinon je ne suis pas assise à mon bureau, bon. Il te faut des chaussures. Moi, franchement, les 3 premières semaines, j'avais hyper mal aux pieds. C'était une galère. J'étais en ballerine, en petite tennis. C'était la catastrophe. Dès que j'ai mis les baskets, c'était la vie, hein. C'est bon, je pouvais faire un marathon. Et puis, mon 5e conseil, ça sera tout simplement que tu puisses profiter de tes vacances. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Il y a un moment donné, j'ai coupé court et j'ai profité de mes vacances. Je me suis laissé 2 semaines, il me semble, de répit où j'ai vraiment profité de ma famille, j'ai profité de mes proches et ça m'a fait vraiment du bien. Et je te conseille de le faire le plus possible. Concrètement, sur l'ensemble de mes vacances, j'aurais bossé tout le temps à part ces 2 semaines-là et c'était bien trop peu. Donc si tu peux t'accorder plus de temps, eh bien fais-le. Voilà. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
J'essaie d'être vraiment plus concrète. J'espère que pour vous, vous le recevez tel quel. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!